Bonjour. Bonjour, merci. Je Je vais vous inviter à partager votre écran et ensuite je vous donne la main. C'est bien, merci. Donc, je vais vous parler est-ce que vous Oui, oui, c'est bon, on vous est me en direct. voyez? OK, bon, c'est bien. Donc, je vais vous parler de cartographie automatisée par l'utilisation de l'intelligence artificielle et de lidar. Je me présente, Tony Saint-Pierre, je suis président de Xios Imagerie, je suis ingénieur forestier et géomètre. Heu, pour commencer, je vais vous faire une petite, brève présentation de l'entreprise, question de savoir, qui on est. L'entreprise, on est basé à Québec, au Canada. On a été fondé en 2004. On est spécialisé en photographie aérienne et relevé topographique lidar et on développe en intelligence artificielle depuis 2018. Entre autres, on a une équipe de développeurs à l'interne, puis on a des collaborations également avec l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. On travaille principalement au Canada, aux États-Unis, puis avec les nouveaux produits qu'on développe en intelligence artificielle, ben, on veut ouvrir à l'Europe et au reste du monde nos produits. On est une petite équipe, 24 employés, des gens qui ont principalement des bacs, des doctorats ou des maîtrises soit en programmation ou en géomatique. Notre équipe de programmeurs, et on a nos propres équipements de photographie aérienne, relevé lidar, arpentage. Donc, on contrôle toutes les étapes de la production de données et c'est ce qui nous met dans une belle position pour développer aussi en intelligence artificielle parce qu'on a beaucoup de données d'entraînement possibles. Maintenant, euh, la cartographie, qu'est-ce qui fait que c'est possible? Principalement, c'est ce qu'on a développé en intelligence artificielle avec un réseau de neurones. C'est vraiment la classification des points lidar qui est la clé du succès. Donc, on voit les bâtiments, les véhicules, les piscines, les fils électriques, la végétation, et c'est ce qui ouvre la porte à la cartographie automatique. Fait qu'on a même des brevets de déposer là-dessus. Qu'est-ce qui caractérise notre méthode par rapport à d'autres? On voit ici un profil où on a une topographie relativement accentuée. On voit que le sol est parfaitement détecté partout. Et si on agrandit, on voit que où est-ce qu'il y a de l'eau, puis là, je ne sais pas si ça paraît bien pour tout le monde, là, mais il y a comme 2 niveaux d'eau. On a une zone de recouvrement, on a passé en lidar, puis au moment où on a entre les 2 survols, il y a eu, le niveau d'eau a changé. Donc, notre algorithme va prendre, tout le temps le niveau le plus bas pour classifier en eau, ce qui fait qu'on va aller chercher le sol complètement et la partie, où le niveau d'eau est plus haut, il va automatiquement le mettre en non classé. Même chose quand on a des données classifiées, quand on a, exemple, on survole une gravière ou une sablière, puis entre 2 survols, il peut y avoir, des tas de gravier qui ont changé. Mais on voit ici sur la photo, à cet endroit-là, si on fait un profil ou une coupe, là, ici, je montre le lidar, puis quand on fait une coupe, on voit qu'il y avait un tas, heu, lors d'un 1er survol, puis, à l'autre survol, il n'y avait pas de tas, on le sol était plus bas. Donc automatiquement, à ces endroits-là, il va mettre la partie plus haute en non classé et la partie plus basse, en sol. C'est pas toujours le cas. Si c'est exemple, on a des champs, agricoles, puis il y a de la culture et des différences de culture entre, les 2 passages, lidar, ben, ici, on voit qu'il y a le sol, on a des arbres pour des coupe-vents et il y a de la culture ici, mais il est capable de détecter que le sol et la culture, il va aller vraiment, le mettre ce qui est plus haut en végétation et non, le mettre comme du non classé. Quand on dit que la qualité de la classification est, essentielle à la cartographie automatique,
On voit ici, on a des haies en vert et on a des bâtiments, des petits cabanons qui sont euh, collés directement sur la haie. Ben, notre algorithme détecte et reconnaît que c'est un bâtiment et non une haie, et ça fait toute la différence dans la qualité de la cartographie qui va en résulter. Dans les types de cartographie, on sort bien évidemment les bâtiments, mais si on se concentre plus sur la forêt, on sort la canopée. La canopée, si les arbres sont individuels, ben, c'est relativement simple. Si les arbres sont regroupés, ben, on va sortir le groupement ou la limite du regroupement d'arbres. Et on peut, ça nous donne un résultat qui ressemble à ça. Et comme on a le, les armes mais en 3D, ben, on peut sortir plusieurs statistiques sur chacun des polygones, à savoir la hauteur, le diamètre et plein de métriques qui associées à la hauteur. Un des défis qu'on a eu, c'est la séparation des haies, puis on travaille encore dessus actuellement. C'est-à-dire que quand on a une représentation 3D comme ça, on a les arbres et on a les haies. Et souvent, on veut séparer les haies parce qu'on les considère ou on les traite différemment. Donc, on voit ici, si avec une orthomosaïque, là, on voit les arbres, on voit les haies qui ont été classifiées séparément, ce qui nous donne vraiment, on les met dans deux classes séparées, puis on peut ressortir la cartographie parfaite à partir de ça. Un des projets sur lesquels on travaille actuellement, c'est l'inventaire des arbres en milieu urbain. Euh, c'est en développement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de inventorier, c'est-à-dire cartographier arbre par arbre tous les arbres d'une ville et idéalement être capable d'associer par réseau de neurones, faire apprendre à reconnaître le genre et l'espèce. Ici, on a juste une petite vidéo qui montre un peu la segmentation de la portion LIDAR seulement. On peut associer, du moins dans nos travaux, on regarde euh, pour jumeler le LIDAR et la photographie aérienne pour augmenter nos chances d'être capable de déterminer l'espèce en disant on va aller chercher avec le LIDAR toutes les caractéristiques géométriques et avec la photo les caractéristiques plutôt radiométriques. Le, On cherche à faire une segmentation d'instances. Donc, les arbres, s'il y a des arbres qui sont superposés, on veut que le réseau de neurones soit capable de euh, segmenter correctement les arbres en trois dimensions. Donc, dans nos étapes, euh, on n'a pas tous les arbres qui ont été inventoriés. On a différents jeux de données. On commence avec un jeu de données qui est dans la région de la ville de Québec. On a plus d'une centaine de milliers d'arbres qui ont été inventoriés. Mais comme vous voyez, les arbres n'ont pas tous été inventoriés de façon systématique. Donc ici, quand on a un regroupement d'arbres, ceux-là n'ont pas été inventoriés, ceux-ci ont été inventoriés. Donc, on faut gérer la proximité des arbres puis segmenter correctement ces arbres-là. Tous les arbres qui ont un point puis qui ont été délimités, c'est qu'on connaît, on a une base de données qui nous dit c'est quoi le genre et l'espèce. Donc, la première étape a été de segmenter les arbres parce que la base de données d'inventaire qu'on a nous donne tout simplement un point avec c'est quoi le genre et l'espèce à cet endroit-là. Donc, on a pris le lidar, on a segmenté ces arbres-là pour se faire un jeu d'entraînement et on est en train actuellement de faire de l'apprentissage pour associer la base de données
d'inventaire avec le lidar. La deuxième étape, c'est faire la même chose, mais on prend la segmentation qu'on a fait sur le lidar et on la transpose sur la photo. À partir de l'image qu'on a pour chacun des arbres, ben, on va associer la base de données d'inventaire également à la photo et on va faire un second apprentissage juste pour faire apprendre euh, à partir de la photo le genre et l'espèce pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Puis euh, la troisième étape va être de vraiment combiner les photos et lidar pour voir si on améliore nos résultats en combinant les deux. Euh, on a une base de données que, comme je vous le disais, qui a quelques centaines de milliers d'arbres. Une des tâches qui est encore à faire, c'est de faire le ménage dans cette base de données-là. C'est-à-dire que euh, les données ont été acquises par plusieurs personnes. Il y a des erreurs au niveau euh, euh, tout simplement, si quelqu'un a écrit Acer saccharum, mais qu'il y en a un qui a mis un H, puis l'autre n'a pas mis de H, ben, ça va nous donner deux espèces dans la base de données. Donc, il y a un nettoyage à faire dans la base de données. Euh, bref, ça fait partie du travail de recherche et d'association de nettoyer ça et d'arriver à un résultat qui, selon nos aspirations, vont être bonnes. Est-ce qu'on va être capable d'arriver à un résultat puis de déterminer l'espèce exacte? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va être capable de déterminer le genre? Au moins, on l'espère. Mais les résultats sont à venir. Rapidement, pour dire les autres types de cartographie qu'on sort qui peuvent être intéressants pour le milieu forestier, c'est-à-dire on sort la cartographie des plans d'eau par réseau de neurones. Pour ce faire, on a déposé un brevet où on a développé une méthodologie qui combine par réseau de neurones la photo et le lidar. Et parce que quand on a du lidar seulement, il y a très peu de réflectivité dans les plans d'eau. Ce qui fait qu'on se ramasse avec des plans d'eau qui ont très peu de points. Puis à ce moment-là, ça devient difficile de savoir s'il n'y a pas de points. Est-ce que c'est un plan d'eau, premièrement? Puis jusqu'où va la limite de l'eau? Si on a juste la photo, ben là, s'il y a des couronnes d'arbres qui viennent en surplomb au-dessus du cours d'eau, ben, on va cartographier la limite des arbres. Donc, on a développé une méthode pour aller combiner et la photo et le dents pour vraiment aller chercher la limite des plans d'eau. Puis on va chercher avec une précision de, je dirais, quelques dizaines de centimètres, là. C'est associé à la précision du lidar. L'avantage de cette cartographie-là, c'est que, comme vous voyez, on va chercher une cartographie ultra détaillée, donc plein de petits îlots dans un plan d'eau vont être détectés, alors que les cartographies conventionnelles avec photo-interprète, ils vont faire un gros polygone, ils vont dire soit c'est de l'eau ou soit c'est de la terre, mais ils ne prendront pas la peine d'aller dans le si détaillé que ça. Puis si on compare avec les nouvelles méthodes par photographie, pas photographie aérienne, mais par image satellite, entre autres le gouvernement du Québec et du Canada, l'orientation qu'ils prennent, c'est de cartographier maintenant au Canada à partir d'images satellites. Ben, dans le cas des plans d'eau, ils vont cartographier la cime des arbres à la limite de l'eau et non la vraie limite du plan d'eau. Bien évidemment, les modèles numériques de terrain, modèles de hauteur de canopée ou modèles numériques de surface, ben, à partir de la classification qui a été faite par intelligence artificielle qui est parfaite, ou c'est jamais 100% parfait, mais qui est très, très supérieur à ce que on peut avoir par une classification qui est faite par méthode géométrique ou manuelle, ben, on obtient des modèles numériques qui sont de très haute qualité par rapport aux méthodes alternatives. Ça fait le tour?
Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Alors, il y a une question de Bastien van der Delle. Vas-y, tu as le micro. Ah oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais deux questions. Donc, la première, c'est concernant donc, la période de mutation à l'acquisition. Vu que vous avez votre propre matériel d'équipement d'acquisition ALS, je me demandais si vous avez fait des études sur l'impact de l'acquisition quand c'est pris en feuille ou hors feuille. Il y a beaucoup de questions concernant ça. Est-ce que vous avez différents types d'algorithmes quand il s'agit d'une acquisition en feuille versus une hors feuille? Est-ce que ça a un gros impact sur les résultats? Donc, ça serait ma première question. Si vous pouvez élaborer, ce serait intéressant. Et la deuxième, c'est concernant la validation des données au sol. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous avez utilisé pour la validation des données, mais est-ce qu'il serait possible, qu'on sait maintenant qu'il y a par exemple la compagnie Jacques Carto qui prend des données de lidar mobile sur des milliers de kilomètres au sol, donc sur un véhicule au niveau du Québec et qui commence à s'étendre, est-ce qu'il serait possible d'utiliser ces données-là pour valider ou entraîner par la suite vos modèles? Donc voilà, deux questions. Bon, pour la question de la période d'acquisition avec ou sans feuille, euh, je vous dirais que ça, il y a la plupart des applications, il n'y a pas beaucoup d'impact entre avec et sans feuille. Euh, Par contre, quand, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'impact, pour tout ce qui est modèle numérique de terrain, il n'y a pratiquement pas d'impact. Cartographie des éléments bâtis comme les bâtiments, il n'y a pas d'impact. Euh, Parce avec les densités de points qu'on est capable de prendre. Nous, en ville, on prend du 30 points par mètre carré avec toujours double recouvrement. Donc, on a des faisceaux dans deux directions qui frappent toujours aux mêmes endroits. Donc, on est capable d'aller chercher une bonne représentation, même sous couvert. Euh, pour ce qui est de l'inventaire de la végétation sur lequel on travaille pour déterminer le genre et l'espèce, là, on est en train de valider puis de faire avec différents jeux de données, avec ou sans feuilles, quel va être l'impact. Mais je ne sais pas encore si ça va être, s'il va y avoir un impact significatif. Euh, L'autre question, c'était... Ah oui, pour Jacques Artaud. Jacques Artaud prennent des données uniquement sur les routes. Donc, ils ont la route, puis ils ont la façade. Euh, il y a deux choses, nous autres, ce qu'on couvre, c'est les villes au complet. Donc, pour valider le modèle numérique de terrain sur une route, il n'y a pas grand validation à faire avec des données LIDAR, avec d'autres données LIDAR, en ce sens que c'est très facile, c'est du bâti. Nous, quand on fait une ville, on va prendre des points arpentés à grandeur de la ville, puis c'est sur des points d'arpentage qu'on se valide. Si on est en milieu plus naturel, ben là, nous autres, on a quelques points d'arpentage à des endroits connus. Puis, mais le reste, c'est vraiment le réseau de neurones, puis beaucoup d'interprétations aussi manuelles, c'est-à-dire quand on fait des profils, on voit très bien si c'est les points les plus bas, puis si c'est cohérent ce qui a été fait. Tout ce qu'on fait, on garantit la précision. Euh, bref, je ne sais pas si ça répond correctement à votre question. Ah oui, oui, c'était juste ce que je voyais au niveau de la validation des arbres sur le terrain, que vous avez une méthode pour le moment où vous aviez quelques arbres qui avaient des fois des erreurs. Je sais que Jacques Carto est en train de développer des méthodes ici pour cartographier aussi les arbres, donc ça pourrait peut-être être des données qui seraient utiles pour pour la validation à votre cas. Donc, voilà. Oui, Juste ça que ben, j'avais en tête. oui, oui. L'autre chose, c'est que Jacques Arthaud ont juste un côté des arbres. euh, et quand il y a justement, quand il y a des arbres qui recouvrent la route, quand ils passent avec leur véhicule, ils ont des pertes de signal GPS, ce qui fait que ça induit une imprécision. Nous autres en avion, on n'a pas ce problème-là parce qu'on a un signal GPS constant. Donc, la précision, j'aime mieux me fier à nos données et l'arpentage au sol pour valider. Ça marche, merci beaucoup. Merci. On va prendre une autre question. Donc là, il y a Richard Fournier qui veut poser une question.
Oui, bonjour Tony, c'est un plaisir de voir les résultats. En fait, je vois que vous avez évolué beaucoup dans les dernières années à faire des classifications assez fines maintenant. Tu as répondu partiellement à la question que j'allais poser quand tu as répondu à Bastien. En fait, j'avais la question à savoir, est-ce que jusqu'à quel point votre classification est sensible à la résolution, c'est-à-dire la densité de points? Tu as répondu comme de quoi vous utilisez 30 tirs par mètre carré avec deux angles de point de vue pour maximiser finalement la capacité d'identifier. Donc, est-ce que, parce que graduellement, il y a une tendance assez forte au niveau international de se poser la question, les fournisseurs de services, jusqu'à quel point on devrait aller avec une densité de points? Et est-ce que, par exemple, ceux qui se limitent à 5, 6 points par mètre carré peuvent aussi clamer faire une classification aussi détaillée ou où est-ce qu'ils vont perdre dans leur classification? C'est assez simple. On perd uniquement en termes de détails. C'est-à-dire que si on veut, exemple, nous autres, on travaille beaucoup dans les villes avec le milieu bâti. Si on veut cartographier un bâtiment, euh, on aurait du 4 points par mètre carré, on est capable de sortir le bâtiment. Par contre, le bâtiment, la limite autour de la découpe du bâtiment va être un peu plus rough, un peu plus approximative que si on y va à 30 points par mètre carré, où là, on va être très précis. Un des points pour la végétation, c'est un peu la même chose. Si on veut sortir la canopée, ben, que l'arbre soit un petit peu moins défini ou un petit peu mieux, on va avoir la limite des arbres quand même. Quand on veut aller chercher, par contre, l'inventaire, l'espèce d'un arbre, là, on a besoin d'avoir tout le tour de la cime puis d'avoir une bonne résolution. Une des choses que les gens les utilisateurs de données LIDAR sont peut-être moins au courant, c'est que moins on a de densité, plus le diamètre du faisceau est grand. Parce que généralement, on va le plus haut, puis il y a tout le temps une divergence dans le faisceau laser. Donc, ça, c'est probablement la chose qui a le plus d'impact sur la précision. Parce que si on a un diamètre de faisceau qui a 40 centimètres, puis qu'on veut mesurer des branches qui ont 2 centimètres de gros, ben, notre point, premièrement, si on a il y a des chances qu'on ne détecte pas la petite branche parce qu'elle ne représente pas une surface assez grande pour qu'il y ait une bonne réflectivité. Alors que si notre densité est plus forte, ce qui va faire notre faisceau laser va être plus petit, ben là, on va être capable d'aller chercher les plus petites branches. Puis l'autre chose, c'est que si tu as un faisceau laser de 40 centimètres de diamètre, ben que tu frappes un objet à la limite du faisceau laser, le point va toujours être localisé au centre. Donc, on vient induire au moins une vingtaine de centimètres de offset sur la position en tant que telle. Fait que quand on veut, l'intervenant avant présentait qui mesurait le diamètre des arbres. Ben, il faut certainement pas qu'il y ait un diamètre de faisceau de 20 ou 30 centimètres de gros parce qu'il ne sera pas capable de mesurer ces diamètres. Il faut qu'il y ait un diamètre très, très, très fin, là. Fait que là, ça prend des 200 points par mètre carré, là. C'est pour ça qu'il fonctionnait en hélicoptère, j'imagine, là. Effectivement, la question de divergence réapparaît dans toutes les questions, même de lidar terrestre, lidar mobile, pour détecter les objets. Et puis, mais j'avais d'autres questions, mais je pense que on est arrivé à terme en termes de temps. Merci beaucoup, Tony, c'est du beau travail. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on va passer à une